On nous entend? Le micro marche? Eh bien bonsoir. Voilà, du coup on se remet un peu dedans, on arrête de parler coloration. Bon, rose gold. Suite à des problèmes techniques, Venceslas va refaire sa magnifique introduction. Absolument, mais je suis pas sûr qu'elle soit aussi parfaite. Bonjour à tous et bienvenue pour ce live de Popcast qui commence pile à l'heure, exactement dans le timing qu'on avait prévu, donc c'est parfait. Petit souci de son, mais tout va bien, tout va pour le mieux. Et nos techniciens savent faire, c'est beau. J'aime dire ça comme si j'avais une grande équipe derrière moi. J'ai une grande équipe. Pas par le nombre, mais par le talent. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler un petit peu de mode YouTube, puis après 45 minutes de discussion, nous nous lancerons sur un petit jeu prévu par Cyril, qui va être fameux. En tout cas, j'espère. Sinon, vous en prendrez à Cyril. Qu'est-ce que j'ai à vous dire avant qu'on commence et que je vous présente mes invités exceptionnels, parce que vous avez vu, je ne suis pas seul pour une fois et ça me fait du bien parce que 180 secondes c'est court, peu importe. Vous avez toujours une SNES Mini à gagner et ce jusqu'au 10 octobre en repartageant l'une de nos vidéos. La SNES Mini est offerte par nos partenaires Game Spirit et puis un gros merci à Indie Location qui nous accueille ici. Un gros merci à la régie avec Mathieu et Vincent et un gros merci à Geek World, La Pause Geek et Geek La Page qui nous repartagent. Maintenant, je vais laisser la parole à nos invités. J'ai fait plus court que ma première intro. Pour vous laisser vous présenter votre chaîne, tout ça, je t'en prie. À tout l'honneur. Bonjour. Alors moi je m'appelle Cyrine, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Cyrine San et sur cette chaîne je parle principalement de culture japonaise et de culture médicale et scientifique. Ce sont deux sujets différents mais étant donné que j'aime beaucoup trop de choses dans la vie, et je me suis dit que je vais faire une chaîne qui me ressemble et voilà qui se focalise pas que sur un sujet. Donc il y a plein d'autres choses. Voilà, je parle de Michael Jackson aussi parce que j'aime trop Michael Jackson. Fallait que je le dise, je l'ai pas dit la première fois. Et tu as raison. On parle pas assez de Michael Jackson. Exactement, on n'en parle plus assez, ça m'énerve. Et voilà, c'est une chaîne qui me ressemble, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Je vais laisser la parole à côté de toi. Vas-y. Merci. Bonjour, moi c'est Margot de la chaîne Mango Beauty Tips. Alors contrairement à toi Cyrine, je suis complètement ciblée sur la beauté et principalement les cosmétiques coréens. Donc si vous voulez voir des crash tests, des cosmétiques un peu chelous ou même les tendances du pays du matin calme, eh bien ce sera sur ma chaîne. Voilà, c'est à peu près tout. Moi j'ai décidé de rester sur ce thème-là parce que c'est un marché de niche et qui me correspond bien. J'aime beaucoup Michael Jackson aussi, mais du coup je pense que tu en parlerais mieux que moi. Et du coup on va laisser la parole à Amo. Oui, un habitué, n'est-ce pas? Salut, donc moi c'est Mo, voilà, j'ai une chaîne qui s'appelle Mo de la place du milieu, enfin la place du milieu, et je parle de cinéma et j'utilise l'humour pour donner mon avis sur les films, tout simplement. Je fais ça maintenant, la chaîne a bientôt 5 ans la chaîne. Ouais, elle aura 5 ans je crois en novembre ou en décembre. Est-ce que tu es notre vétéran? Je sais pas. Oui, ouais. oui, on est d'accord. Oui, je pense. Bon, mais c'est c'est du vétéran. c'est pour Vince. Oui, c'est vrai qu'il est encore pile au moment. Et voilà, donc voilà, moi je parle vraiment que de cinéma. Après, je vais sans doute quand même m'élargir sur les séries que je regarde qui sont pas mal aussi. Il y en a qui j'ai trouvé de bonnes séries. Puis après, des films, soit des films oubliés ou des films effectivement qui sont anciens. Donc, voilà. Tu nous teases un peu ou... Par exemple, Michael Jackson, il avait fait un film et j'aimerais bien en parler par exemple. Merci. Voilà. Je regarderai avec plaisir. Eh bien moi je suis peut-être la seule personne qui ne parle pas de Michael Jackson. Je ne parle pas de Michael Jackson, c'était pour complimenter Cyrine. Sors de là. Quel dommage, puisque là c'est live spécial il me semble, c'est This Is It. Non, alors moi, si vous connaissez Venceslas, normalement vous me connaissez également, puisque sur la chaîne Popcast, je m'occupe des easter eggs, voilà, tout simplement. Les films récents, les vieux trucs cachés dans les coins. Voilà, on fait avec le public qu'on a, avec ce qu'on peut. Voilà. Voilà, c'est bien. Je te rends la parole? Oui, bah oui, on va faire. Mais non. Oui, donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui suivaient plutôt nos invités exceptionnels, qui sont plus vétérans, avec plus de public, qui parlent plus de beauté, parce que je n'ai pas la légitimité pour le faire, et ben moi je fais les critiques 180 secondes sur la chaîne Popcast. Et voilà pour cette présentation courte mais intense. Je suis ravi de vous avoir avec moi, c'est cool d'avoir de nouveaux invités aussi. Et donc nous allons parler un peu mode YouTube aujourd'hui, avec deux sujets. Nous allons commencer par la critique de YouTube par YouTube. On en a pas mal entendu parler ces derniers temps, avec pas mal de drama. Il y a beaucoup de chaînes YouTube qui se concentrent donc sur la critique d'autres chaînes YouTube, le serpent se mord la queue. Et comme ça fait beaucoup de bruit en ce moment, et ben je voudrais un petit peu votre avis. Quelles ont été vos impressions là-dessus? Si vous trouvez qu'il y en a qui le font bien, d'autres qui le font moins bien, si ça a une légitimité, et puis quel futur ça a. Est-ce que vous le feriez de la critique de chaîne YouTube sur votre chaîne YouTube? Qui veut commencer? Qui se lance? Allez, c'est parti. Non, en fait, Quel courage!
Je regarde pas beaucoup de critiques. Il y en a un seul que je regarde, en fait, c'est Antox Colaboy. Je sais pas du tout s'il est apprécié ou pas, mais je suis tombée dessus par hasard, puisqu'il est souvent en tendance, je pense. Et en fait, j'aime bien le personnage. Il est assez cru, mais j'aime bien justement voir des gens assez crus. C'est un peu le côté caché de moi derrière ma caméra. Parfois, j'aimerais bien parler comme lui. Et du coup, j'ai l'impression qu'il est un petit peu mal vu, mais moi, j'aime bien ses critiques. Après, je pense que oui, il y en a pas mal quand même, de plus en plus. Quand j'en vois une, j'ai pas envie d'en voir 15 sur le même sujet. Après, c'est vrai que ça nous fait un peu ouvrir les yeux. Par exemple, le studio Bubble Tea, je connaissais pas du tout. Et quand il en a parlé, je me suis dit, mon Dieu, ça existe vraiment. Et non, je trouve ça sympa, les critiques. Que ça soit positif ou négatif, j'aime bien. C'est marrant parce qu'en fait, justement, moi, ça fait partie des gens que j'aime regarder aussi en Tox Colaboy. Et toi, tu dis qu'il est assez cru et que c'est ce qui te plaît. Moi, justement, ce qui me plaît, c'est que je le trouve assez mesuré dans la manière dont il parle des choses. C'est que souvent, les critiques YouTube, ça va tourner au clash. Ça va plutôt être personnalité contre personnalité plutôt que contenu de chaîne. Ce que j'aime bien en Tox Colaboy, c'est que justement, il va parler de la chaîne, il va aller voir la description, il va regarder quelques vidéos, il va faire un petit peu un travail journalistique en fait. Et c'est ça qui me plaît dans ce genre de critique-là, quoi. Je trouve que ça, par exemple, ça peut avoir sa place sur YouTube, tu vois. C'est quelque chose où on n'a pas envie de dire non, qu'est-ce que c'est que ça. Non, c'est réfléchir sur le contenu que certains peuvent proposer. C'est presque, ouais, c'est ça, c'est des articles en fait, des articles sur des chaînes, des choses comme ça. Alors qu'après, tout de suite, si c'est ce qui me plaît moins, c'est ce côté youtubeur contre youtubeur, quoi, où en fait on parle plus tellement de ce qui se passe dans les vidéos, mais de la chaîne, la personne, l'attaque, quoi. Donc voilà, c'est. Mais justement, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'attaque justement chez Antox, puisqu'en plus il y a mes chers non-abonnements et mes chers abonnements, donc en fait il est hyper mesuré. Oui, c'est ça, il y a aussi cru, du positif. C'est blague un petit peu, tu vois, c'est là-dessus qu'il est cru, mais c'est vrai que c'est pas le Raptor dissident et compagnie, quoi. Je me permets. Du coup, je me sens un peu professeur là. Si on reprend ce que vous avez dit, c'est ce qui est plutôt intéressant dans ce concept de critique YouTube, c'est une sorte d'auto-réflexivité, c'est-à-dire que c'est YouTube qui critique YouTube, donc plutôt par un système YouTuber dont tu parles, qui est plutôt une vidéo humoristique et qui cherche à faire un contenu de qualité et pas forcément le clash de facilité. Ça me rappelle un sujet qu'on avait déjà débattu en live de Minute Papillon, qui lui était parti en guerre contre le stream sur Twitch et compagnie, et qui s'était amusé du coup pour prouver qu'il trouvait ça vraiment nul. Il s'était amusé pendant un mois à faire du stream et finalement à faire ce que les autres faisaient en le démontant avec plutôt pas mal d'humour, et c'était pas inintéressant parce que sur le concept, et on est les produits de ça aussi, YouTube permet une diffusion de tout et de n'importe quoi aussi, et que c'est toujours une vraie question de se demander quelle est la légitimité de telle chaîne par rapport à une autre. Qu'est-ce que vous pensez de ça par rapport aux différentes modes YouTube? Est-ce que vous avez plus d'estime pour, par exemple, plus ce qui est tuto beauté, qui a une place intéressante en termes de tuto, plus ce qui est critique de films ou de séries, ou de plus ce qu'on fait, par exemple, qui peut être bien vu comme mal vu, parce qu'a priori, il n'y a aucune légitimité journalistique. Quels sont pour vous les modes YouTube les plus faciles à critiquer et les moins critiquables, parce que les plus intéressantes? La question la plus longue du monde. C'est vrai qu'elle était longue, la question. C'est un petit carton jaune. On ne parlera pas pendant 5 minutes. Alors moi, pour ma part, j'aime beaucoup les vidéos qui sont plus travaillées dans le sens où, à la fin de la vidéo, on apprend quelque chose. Par exemple, moi, j'aime beaucoup les vidéos YouTube de voyage, parce que on découvre des paysages dont on n'a peut-être pas l'habitude de voir, des choses qui pourraient peut-être nous intéresser alors qu'on n'y pensait pas forcément. Et j'aime bien, voilà, ça fait un peu reportage où on en apprend un peu plus sur le pays, sur la ville, des petites anecdotes, des petits trucs comme ça. Et moi, j'aime bien, enfin après, voilà, c'est peut-être un peu vieux jeu, je sais pas. J'aime bien qu'à la fin de la vidéo, j'apprends quelque chose, sur n'importe quoi, hein, même que ce soit sur les voyages ou même tout autre sujet. Mais c'est vrai que moi, je suis vraiment passionnée par les vidéos de voyage, ne serait-ce sur comment c'est filmé, réfléchir à quel type de plan on peut faire pour mettre en avant une ville ou un paysage, tout ça. Après, je pense que le plus important sur YouTube, c'est de faire quelque chose qui plaît à la personne, déjà, au youtubeur, et je pense que des fois, je me demande en fait si certains youtubeurs font des vidéos parce que ils disent ça va plaire, ou parce qu'en fait ça leur plaît vraiment en soi. Donc après, moi je trouve le plus important, c'est que la personne aime ce qu'elle fait. Donc voilà. J'ai fait
Clairement, Jacques Bourdin, je trouve cette phase magnifique. Est-ce qu'ils font quelque chose qui leur plaît ou quelque chose qui pour plaire? Oh là, c'est beau. Oh, non, c'est une vraie question de légitimité par rapport à est-ce qu'on cherche le succès ou est-ce qu'on cherche si on a quelque chose à proposer. Et sur la vidéo de voyage, c'est pas inintéressant parce que finalement, c'est l'une des rares vidéos YouTube où tu te mets relativement peu en avant, où c'est plutôt le décor et compagnie. Donc, excuse-moi, j'ai pas respecté mon carton jaune. Je suis désolé. Vas-y, Margot. Non, mais c'était juste pour rebondir sur ce que Cyrine disait. En fait, quand tu disais que t'aimes bien regarder des personnes qui nous font apprendre des choses, tout de suite, ça m'a fait penser à Dr Nozman. Mamie Twink, c'est comme ça, Mamie Twink, ouais. Bah, pour moi, c'est ouais, mais même c'est quand ils présentent des personnages, des histoires, etc. C'est des vrais documentaires. Et pour moi, ces youtubeurs-là, en fait, il y a le youtubeur à notre échelle et il y a des gens, c'est des enseignants, quoi. C'est des professeurs, ces gars-là, et ça, je trouve que ça impose le respect, quoi. Il y a un travail de fond. Je pense qu'on fait, voilà, on a tous vraiment un travail de fond, de recherche à notre échelle. Mais pour moi, ça, c'est du bon contenu qui est quand même bien mis en avant. Heureusement, c'est des youtubeurs connus et heureusement qu'on n'a pas que des replays de télé-réalité en tendance, hein. Mais voilà, pour avoir vraiment le côté positif de YouTube, c'est ces youtubeurs-là qui nous font découvrir vraiment de belles choses. Moi, je voulais juste revenir sur les critiques de youtubeurs sur YouTube. Je pense que on a toujours eu justement cette tendance, quand on voyait des vidéos YouTube, à faire pas mal de commentaires. Surtout, il y avait des gens qui avaient des pensées négatives sur certaines pratiques YouTube ou quoi que ce soit. Et du coup, je pense que le fait qu'il y ait des gens qui critiquent justement le média YouTube, ça répond juste à une frustration de tous ces internautes-là qui parlaient tous dans leur coin et qui finalement n'avaient pas une voix ou plusieurs chaînes qui pouvaient justement retranscrire leurs pensées. Et quand on voit en tant que collabo, il y a le Roi des Rats, je crois aussi, je crois qu'il y a lui aussi, ce genre de youtubeurs qui réussissent très bien aujourd'hui, c'est parce qu'ils arrivent très bien à retranscrire la pensée des gens. Voilà. Et quand on voit certains types de youtubeurs ou de style YouTube qui sont abusifs ou quoi que ce soit, c'est bien d'avoir quand même des youtubeurs qui maintenant sont spécialisés là-dessus, hein, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas parler d'autre chose, ils parlent que de ça, des pratiques sur YouTube. Et bien justement, de voir ces gens-là, je pense que ça répond à la frustration justement de ces personnes-là. Donc je trouve que c'est quand même une bonne chose par rapport à ça. Voilà. Mais moi, par exemple, je ne me sentirais pas de faire une critique d'un youtubeur ou de YouTube, parce que déjà d'une part, j'ai pas le temps. Voilà. Je veux dire, si j'ai pas envie de voir un contenu, voilà, je ne regarde pas, tout simplement. Voilà. C'est ça le souci, c'est vraiment ça. C'est quand. Voilà. Et donc voilà, il y en a qui n'aiment pas, du coup, ils ne regardent pas, et puis il y en a qui n'aiment pas, mais du coup, ils arrivent à très bien analyser pour pouvoir en parler. C'est ça qui marche. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Et je pense que là-dessus, ils ont cette vocation de voir ce qui ne va pas et de pouvoir en parler. Voilà. Donc après, je pense que c'est ça qui leur plaît. C'est pour ça qu'ils le font, justement. Voilà. Mais après, voilà, c'est vrai que je préfère voir des youtubeurs ça se voit tout de suite, de toute façon, ceux qui font les choses parce que ça leur plaît, que parce que ça va plaire. Ça me rappelle un truc que j'avais entendu il y a un petit moment maintenant, c'est... je sais plus, je crois que c'était c'était une question en convention à François Descraques, je crois, et c'était à propos, à l'époque il avait répondu à propos d'Internet. On lui disait, est-ce que tu penses qu'il y a moyen de faire des très belles choses avec Internet, de moins belles choses? Qu'est-ce que tu penses du médium, en fait, Internet? Et je trouve que on peut dire la même chose de YouTube, Internet, c'est comme la rue, en fait. YouTube, c'est comme la rue, tu peux tout faire dedans. Tu peux demander à quelqu'un si la rue c'est bien ou pas. Et klaxonner par exemple aussi. Dans la rue. On peut faire un tas de trucs dans la rue. Mais voilà, effectivement, c'est un moyen en fait, YouTube. Donc, ouais, il y a on verra des très belles choses dessus avec justement des gens qui s'investissent et tout ça. Mais on va pas se le cacher parce qu'on est comme on est. Il y aura aussi le bas-fond du bas-fond qui trouvera toujours la place d'être là, etc. Ouais, on peut tout faire et donc forcément autant de liberté fait que des gens, on va dire pas en profitent, mais ouais, ont des instincts plus bas, des trucs comme ça. Mais je rebondis du coup sur ce que tu dis. D'un côté, là, on parle vraiment du côté YouTube, le youtubeur, mais je me dis le public aussi, il faut en parler parce que dans la vie, quand on aime bien quelque chose, quand on croise quelqu'un, on aime bien son pull, on va aller lui dire hey, j'aime bien ton pull, par exemple. Ah bon? Non, mais on sait jamais, ça peut arriver. D'ailleurs, très belle chemise. Ça peut arriver. Disons, très belle chemise. On dit qu'un compliment, ça peut toujours faire plaisir. Ouais. Par contre, si on l'aime pas, on va pas le dire. Oui. J'ai l'impression que sur YouTube, c'est le contraire. Quand on aime bien, on fait ah cool, on passe à autre chose. Quand on n'aime pas, le commentaire, il est là. Hein.
C'est bizarre quand même. Et justement, je pense que ça attire pas mal aussi, ça attire aussi quand tu vois les gens de ce genre de vidéos, ça attire beaucoup les haters aussi. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui aiment pas certains youtubeurs. Quand on voit qu'on le démonte, ils sont là, voilà. Ça c'est cool, tu vois. Et en plus, quand tu vois qu'en plus que ces vidéos sont superbement vues et tout ça, etc. Ils disent voilà, et ça se diffuse, c'est génial. Après voilà, il y a aussi, c'est pour ça que je te parle de frustration. C'est quand on voit que quand il y a quelque chose qui va pas, qu'on a envie d'en parler, quand on voit qu'il y a quelqu'un qui finalement utilise les mêmes mots que nous et tout ça au même moment, on se dit voilà, c'est cool. Parce que je pense sur Internet, il y a aussi cette grosse notion d'anonymat aussi, qui fait tout. C'est que dans la rue, tu vas pas dire à quelqu'un ton pull est moche parce que, enfin, il y en a qui le font déjà, parce que on vit dans un monde très bizarre où les gens peuvent se croire tout permis. Mais effectivement, c'est ce côté caché derrière un écran ou avec n'importe quel pseudo, avec n'importe quel compte, tu peux aller dire à quelqu'un les pires atrocités qui vont lui faire dire ma vidéo a été mal reçue, etc. Ce couvert d'écran fait que ça lâche un peu les gens, quoi. Ça lâche les pulsions des gens qui, disons que autant il y en a qui justement aiment vraiment et ça peut donner des trucs cool, comme par exemple je pense au crowdfunding, tu vois. C'est possible autrement, mais avant Internet ça s'était pas trop vu. Des gens qui en masse peuvent donner de la thune pour qu'un projet non pas donne des choses directement, mais se fasse, quoi. Donc c'est le côté bien, et puis effectivement il y a cet autre côté du je suis tout seul derrière mon écran, on ne me connaît pas, je peux aller dire à quelqu'un que sa vidéo c'est ceci, cela. Voilà. Je me permets de rebondir là-dessus à mon tour. Par rapport à ce que vous avez tous dit, ce qui m'intéresse assez sur cette question du coup de mode de critique de YouTube par YouTube, c'est que mine de rien, pour m'y être un peu intéressé, ça s'attaque logiquement à ceux qui ont du succès, donc à ceux qui ont beaucoup de vues, je vais y arriver, et vous parliez des vidéos qui vous plaisaient de votre côté, mine de rien on s'attaque à des vidéos qui sont pas aussi constructives que peuvent l'être d'autres vidéos. J'entends par là qu'on verra assez peu de haters de HeroCorp, de Visiteurs du Futur, qui ont été très bien reçus et qui sont des web-séries diffusées sur YouTube avec un gros travail derrière et donc une vraie volonté artistique, là où il y a plus de haters de Squeezie par exemple ou d'autres youtubeurs comme ça qui font du coup du contenu relativement facile entre guillemets, mais moi le premier je fais du contenu facile, c'est pas coupé, c'est facile à faire, tout ça, j'ai pas le même succès, Dieu m'en préserve, mais il n'empêche que c'est du contenu facile. J'y crois. Merci Momo, merci. Je suis avec toi. Mais tout ça pour dire que est-ce qu'il y aura pas te faire enculer. Tout ça pour dire que est-ce qu'il y aurait pas une légitimité, je prenais par exemple, j'en discutais avec des potes récemment, j'aurais beaucoup plus de facilité à accepter la critique sur mes critiques YouTube parce que ce n'est qu'un avis de cinéma, on est du même avis ou pas, on n'aime pas ma gueule ou on l'aime, peu importe. J'aurais beaucoup plus de facilité à accepter qu'on critique ça que qu'on critique mon travail de réalisateur sur des web-séries où là, ça m'a pris énormément de temps, c'est 1 an et demi de travail, c'est d'autres personnes qui sont impliquées. Est-ce qu'il n'y a pas une légitimité à critiquer la facilité de création YouTube, là où par exemple à la télé on critique du ciel et nona parce que si c'est fait avec n'importe quoi très rapidement et sans aucune constructivité, j'ai envie de dire, c'est quel est ce rapport-là par rapport à la création de YouTube vraiment conséquente et plus à la facilité que YouTube peut proposer n'importe quoi et que ça peut marcher malgré tout parce que on s'y retrouve comme on se retrouve dans les critiques de chaînes YouTube. C'est encore une fois les questions les plus longues du monde. Ouais, c'est vrai. Mais moi je me dis que genre s'il y a des critiques et que ça n'atteint pas par exemple la personne, émotionnellement, je sais pas comment ça se dit, qu'en fait la personne elle soit pas blessée, voilà. Tant que la critique, elle permet de s'améliorer et moi je vois pas le mal. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de critiques non constructives qui peuvent blesser et il y en a qui s'en rendent pas compte. Et après, il faut partir du principe que YouTube a une communauté assez jeune et je pense que si des fois on se focalise un petit peu sur les commentaires méchants qui servent à rien, je pense qu'on pourra jamais avancer sur YouTube et je me dis que tant que les youtubeurs font ce qui leur plaît, je pense que c'est le mieux, quoi. T'en penses quoi? Alors déjà, on parle des critiques, on repart sur les vidéos critiques ou les critiques en commentaire par exemple? Parce que pour moi, les critiques de youtubeurs à un autre youtubeur, elles sont toujours très construites, qu'elles soient crues ou moins crues. Elles sont quand même bien faites à chaque fois. Je les ai pas toutes vues, mais quand on parle de la critique en commentaire, c'est souvent très réducteur, très. La vidéo c'est de la merde. Voilà, non mais c'est insolent, c'est irrespectueux. En fait, ça s'appelle même pas une critique, c'est une insulte. Donc à partir de là, il y a même pas à débattre. Pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Et après, oui, c'est facile, mais d'un côté, personne n'est à l'abri
Et c'est vrai que par rapport à Squeezie ou quoi, moi j'adore Squeezie, il me fait trop rire. Mais oui, son contenu est facile, mais son contenu plaît. Et je me dis, si on clique, la différence avec la télé, si on attend son programme, on est obligé de se taper un truc. Donc là, on se dit, on a la critique plus facile. On se dit, ah, ça me saoule. Pour avoir la vidéo de Squeezie, c'est un choix, il faut cliquer, il faut vouloir le voir. À partir de là, après, on peut être déçu de ce qu'il a fait, mais dans ce cas-là, on n'en vient pas à dire c'est de la merde, va mourir, je sais pas, mais voilà. Juste pour te dire, j'ai failli oublier je crois que j'ai oublié ce que je veux dire. Voilà, non. Sur les critiques YouTube là, par YouTube, il y a aussi un truc, c'est que souvent les gens se tournaient vers YouTube parce qu'ils se disaient que justement la télé ne leur offrait pas justement des programmes qui étaient assez travaillés, qui étaient voilà. Et je pense que les critiques YouTube par YouTube, c'est aussi ceux qui critiquent ça, c'est aussi des gens qui pointent du doigt le fait que finalement que ce soit la télé ou YouTube, bah, finalement c'est le même contenu, voire même c'est même pire quoi. Je veux dire que effectivement on se plaignait de la télé comme quoi c'était des contenus stupides, etc. Mais là on est sur des youtubeurs qui marchent très bien et qui font un contenu encore plus stupide que celui de la télé. Et je pense qu'ils pointent du doigt ce genre de choses. Après pour tout ce qui est critique, commentaire, moi franchement je prends ce qui me permet d'être positif. Voilà. Y a des gens, après il y a des gens qui font des critiques négatives, mais ils te font des critiques. Il y a un gars qui m'a fait une critique négative, mais super bien. J'ai fait ah bah super, nickel. Et puis tu prends en compte ces choses-là. Mais après effectivement le fait de commenter aussi, c'est voilà, des fois ça peut être juste, c'est impulsif quoi. Ils regardent la vidéo, au bout d'une minute ils n'ont pas envie de la voir, ils disent ouais, c'est n'importe quoi, ils mettent c'est n'importe quoi et puis voilà ils envoient. Ils prennent plus de temps à écrire qu'à regarder ta vidéo quoi. Voilà. C'est ça. Mais après est-ce que le contenu est un bon contenu aussi, un contenu qui fait réagir, que ce soit positivement ou négativement? Voilà, moi si j'ai des contenus avec beaucoup de réactions négatives, ça fait réagir, voilà, et je peux travailler quand même dessus. Ça c'est bien ça. Voilà. Donc voilà. Et puis tu parlais aussi de... Merci beaucoup. Salut, c'est bon. Tu parlais aussi justement du fait qu'il y a plus de contenu, on va dire, facile à faire, qui peuvent être critiqués, etc. Mais parce que je pense que c'est aussi plus facile à critiquer tout simplement. Hein. C'est que, tu vois, voir une vidéo de 3 minutes comme ça et dire c'est mal monté ou c'est mal ceci, c'est par exemple justement pour prendre ton exemple, si on vient de voir sur une critique en 180 secondes en disant ton argumentaire est nul, ça sert à rien, etc. Bah oui, tu as raison. En tout cas, quelqu'un s'en sortira plus facilement que s'il va voir une des plaidoiries de l'absurde et qui dit c'est mal écrit, t'as pas bossé, parce que là tu pourras lui répondre bah en fait si, mais plus quoi. C'est pour ça, c'est que plus le contenu est construit, plus la critique doit être constructive aussi pour déceler vraiment quelque chose quoi, et pas juste être un haha TG. J'ai une question, je me transforme en présentatrice. Oui, bonsoir. Margot. Est-ce que vous pensez que les youtubeurs qui font des critiques sont du putaclic dans le sens qu'ils mettent le nom de l'autre chaîne? Parce que moi ça m'a pas du tout effleuré l'esprit, après je me suis dit ah, c'est peut-être possible. De venir démonter sur ta chaîne. Disons que ceux qui vont démonter Ibra TV, ils vont mettre Ibra TV dans le titre de leur vidéo, ça va faire des vues. Mais est-ce que vous trouvez que c'est putaclic ou pas du coup les critiques? Je pense pas que ça soit putaclic, mais indéniablement tu mets Ibra TV sur ta vidéo, alors tu parles d'Ibra TV, tu vas mettre ça sur les mots-clés et tout ça, forcément ça va attirer des gens quoi, voilà. Mais je pense pas que ça soit quelque chose de putaclic, à part si par exemple je sais pas, de mon point de vue, hein, si t'as un youtubeur qui commence à te parler de Ibra TV en mal et puis effectivement que ça marche, et que tu vois après 15 youtubeurs qui parlent pareil du même sujet, là tu pourrais te dire effectivement que c'est quelque chose qui suit la tendance. Mais après de là dire que c'est du putaclic, je pense pas. Ouais, il y a Critique, Ibra TV et sa chaîne, et il y a Je clash violemment Ibra TV. Ça tourne mal l'explication. High Kick. Je me verrai parce que je trouve que c'est un sujet assez important. Je m'y suis intéressé là très récemment. C'est que j'ai vu pas mal moi de vidéos critiques débouler sur Xenos. Je sais pas si vous en avez entendu parler. J'ai découvert ça. Ouais. Et ce qui est fou, c'est qu'effectivement, alors c'est un mec qui manifestement a des tendances sexuelles assez répressibles, mais qu'il y a eu une vidéo qui est sortie pour le dénoncer, et qu'après on a eu un paquet de vidéos qui est sorti pour le dénoncer, donc pour tirer sur l'ambulance, et qui est pour le coup, je pense, particulièrement putaclic. Donc ça peut s'y prêter particulièrement. C'est ça. C'est pour dire effectivement, je dénonce. Je dis que la guerre c'est mal quoi. En même temps, je veux dire, c'est une chaîne YouTube est personnelle, c'est-à-dire que quand tu veux réagir sur un sujet,
tu as le droit de réagir sur un sujet, c'est-à-dire que tout le monde a le droit. Il n'y a pas de saturation de sujets, c'est-à-dire qu'effectivement, si tu as 100 000 youtubeurs qui veulent parler du même sujet, ils ont le droit de le faire. Tu vois, c'est pour ça, voilà. Après, peu importe les raisons, mais ils ont le droit de pouvoir. C'est de manière constructive, quoi. C'est toujours après, critique, voilà. comme, Mais un youtubeur qui va se dire, je vais pas parler de ça parce qu'il y a déjà 15 personnes qui l'ont fait, je pense pas que ce soit la bonne démarche. Si à part effectivement, il peut différencier sa narration ou quoi que ce soit, là ça va être intéressant. Mais il faut pas se limiter. Voilà. Même pour un sujet de critique. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que parler de. Si ça a déjà été dit, pourquoi le Ce que je veux dire, redire, c'est en fait? que, quand, tu vois, qu'il y ait 15 personnes qui parlent, je sais pas, d'un discours présidentiel, d'un truc plus d'actu, mais d'un sujet critique qui est profondément putaclic parce que très négatif sur telle ou telle personne, tu trouves pas que c'est qu'il y a un signal de dire, c'est pas forcément, déjà, c'est pas forcément dans ta chaîne, dans ta ligne éditoriale et tout ça, que ça. Je trouve que ça engendre peut-être une sortie de la ligne éditoriale parce que ça ramène des vues, quoi. Ouais, mais si chacun fait à sa façon, enfin. En fait, c'est vrai qu'en faisant ça, vous ouvrez un peu un autre débat, c'est que depuis tout à l'heure, on parle un peu d'un YouTube institutionnalisé. On parle un peu d'un YouTube où les gens sont des YouTubeurs, c'est-à-dire qu'ils vivent de leurs vidéos, ils font, tu vois, du contenu construit, des choses comme ça. Mais c'est vrai que, ce que tu nous rappelles, c'est aussi que c'est une plateforme de partage de vidéos. Jean-Michel, avec sa caméra, s'il a envie de clasher 30 personnes, sans faire de thunes, sans que ce soit un métier ou quoi. D'accord, on est idéaliste, bien sûr, qu'il y en a qui le font pour la thune et clasher des gens. Mais, c'est vrai qu'il faut pas oublier que c'est aussi juste un réseau de partage de vidéos, quoi. C'est vrai que. C'est un peu comme dans la vie de tous les jours, où si tu as envie de dire du mal sur machin, tu dis mal sur machin, et c'est l'intérêt de YouTube de l'avoir diversifié. Mais ça serait bien à la limite. Mais moi, ce qui me dérange de plus en plus sur YouTube, c'est de voir la télé s'immiscer sur YouTube. Et ça. Ouais, mais ça, ce qu'on voit quand on clique sur les tendances, on voit quoi? Les replays de télé-réalité, les interviews de télé, les trucs. Et je me dis, au final, les créateurs, il n'y en a plus tant que ça qui sont mis en avant. Nouvel algorithme, il en a fait plonger certains, etc. Mais après, on n'est pas là pour le chiffre, mais entre guillemets, quand on voit que c'est de plus en plus le contenu de la télé qui est mis en avant, c'est un peu décevant. C'est peut-être là aussi où il faut se poser la question comment la télé arrive à réussir à se mettre en tendance. Est-ce que c'est parce que c'est eux qui investissent sur ce média-là? C'est une question d'argent, voilà. C'est des Ou pots bien de est-ce vin. que c'est aussi finalement les spectateurs, ceux qui regardent les vidéos YouTube, sont forcément finalement attirés par la télé? C'est pour ça qu'ils regardent aussi. Mais quand on voit que c'est les anges. Franchement, à la base, si on va sur YouTube, c'est parce que la télé, ça saoule. Moi, je regarde plus la télé. Ça fait des années, quoi. Des fois, c'est ça, mais il y a des gens qui finalement se retrouvent à regarder la télé sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, et quand tu vois que c'est, comme tu le dis, c'est en tendance, il y a des gens qui finalement regardent ça, quoi. C'est pour ça que je disais justement, par rapport aux critiques de YouTube, ils se disaient qu'effectivement, et c'est pour ça qu'il y a aussi une recrudescence de ça, c'est-à-dire que, effectivement, il y a des youtubeurs qui se disent, mais attendez les gars, ce que vous regardez, c'est la télé en fait. Ouais, on est plus sur de la création en fait. Clairement, c'est plus de la création à ce niveau-là. Non, mais entièrement d'accord, je ne peux que. Pardon Margot, je suis désolé. Alors on va peut-être arrêter le sujet. Oui, Tiens. Le média il s'est transformé en fait. Il y a eu. C'est-à-dire que le média il s'est transformé. Avant on partageait juste YouTube, on partageait juste des vidéos pour partager des vidéos. Même quand on voit Norman faire de l'humour sur YouTube au départ, quand il a fait ça pour partager son ressenti sur telle chose. Puis après ça a marché. Puis c'est là où il a commencé à avoir des marques qui se sont dit ils ont commencé c'est les marques et puis la télé qui ont vu le potentiel marketing, le potentiel produit et communication de ce média-là. C'est ça qui fait que ça s'est transformé. Mais si effectivement il n'y avait pas eu une possibilité de gagner de l'argent avec YouTube, YouTube serait resté un partage pour ces gens. Facebook c'était pareil, c'est-à-dire qu'avant on mettait nos. Ouais, mais sans parler de ça, je veux dire pour moi la télé c'est un média hyper élitiste. Il y a beaucoup de pistons, c'est très difficile d'apparaître à la télé. Alors que YouTube, ce qu'on aimait à la base sur YouTube, c'est que c'était à la portée de tout le monde. Tout le monde pouvait percer, tout le monde pouvait faire ce qu'il veut, tout le monde pouvait être sous les projecteurs. Et du coup, YouTube devient nécessairement ça, par la perversion peut-être de la télé, peut-être de la radio aussi, parce qu'on a pas mal de podcasts là-dessus aussi qui peuvent être très intéressants, je suis premier à les écouter. Mais finalement, le fait d'être embrigadé par une connaissance de tout ça, ça marche de plus en plus sur YouTube aussi, sur le repartage d'une grande chaîne, d'un bon pote et tout ça, et des fois à très juste titre, parce que des fois c'est super, mais que finalement, je pense que tu as mis le doigt dessus, c'est-à-dire que le système télévisuel s'est appliqué au système Internet, et on en parlait pour Facebook. Avant Facebook, effectivement, tu partageais tes trucs, maintenant, effectivement, tu as 1000 bandes annonces, tu as 1000 pubs qui viennent se glisser. Après, ce qui sera toujours bien, je pense, avec YouTube, c'est que les deux coexisteront toujours. C'est que à partir du moment où la télé a été verrouillée,
c'est devenu très difficile d'avoir des nouvelles chaînes, des programmes qui sont redevenus intéressants, des choses comme ça. Sur YouTube, même si le top 1000, on va dire, des vidéos de YouTube devient des choses justement très calibrées, très marketées, etc., eh ben oui, Jean-Michel peut toujours poster des vidéos de ses vacances, quoi. C'est-à-dire que... Personne ne les regardera, mais c'est ça, mais c'est pour ça que même dans ce qu'on disait avant, quoi, avec justement la légitimité, la non-légitimité, les gens qui critiquent, les gens qui font ça pour autre chose que pour la critique, c'est les mondes coexisteront toujours, quoi. Je pense que c'est une très belle phrase. Je vais vous laisser. C'est Je pense même beau. que c'est une très belle conclusion. Tu vois, je te laisse ce mot de fin. C'est magnifique. On va juste partir maintenant brièvement, parce qu'on était sur YouTube et sur les différentes vidéos YouTube, sur de la mode YouTube, pour parler un petit peu de la mode prank, les vidéos... La mode Prank, excuse-moi, parce que je viens pas du Texas, c'est pour ça. Vidéo style Rémi Gaillard, pour résumer ça très brièvement, où effectivement on en a de moins en moins, c'est de plus en plus en fin de vie, et ça rejoint pas mal ce que tu disais Margot, sur le côté aussi plus commercial de ces vidéos, qui sont devenues... j'ai vu très récemment que ça a été fait par exemple pour ça, où des mecs qui vont dans les toilettes du cinéma se font surprendre par le petit monsieur en impair jaune, et que... Ouais, pour ça le film, ouais, faut... Hit, excuse-moi, ou H en texan. Qu'est-ce que... C'est vrai que ma phrase ne voulait rien dire. Pour Hit, le film donc d'horreur avec Georgie. Qu'est-ce que vous pensez de cette mode? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a fait rire? Parce que, mine de rien, ça a pas mal lancé le YouTube avec Rémi Gaillard, qui était quand même l'une des stars à l'époque et qui est petit à petit est quand même descendu dans le top des tendances, on peut le reconnaître, on le voit plus trop là-dedans. Et qu'est-ce que vous pensez de ce changement, de plus en plus utilisé pour le commercial, c'est pas mal utilisé aussi sur les plateaux américains, des fois de manière très drôle. Votre avis là-dessus? Alors, déjà moi les pranks, j'en ai pas trop regardé de mon propre gré, hein. C'est vrai que ça arrivait souvent dans les tendances et dans les suggestions YouTube. Mais le peu que j'en ai vu, moi, j'ai pas du tout accroché. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a certains pranks qui se mettent... en fait, les gens, ils se mettent en danger. Ils se mettent en danger, ils mettent en danger les personnes qui se font pranker, en fait. Et genre, moi, ça me dérange parce que tout est filmé. Et puis voilà, comme je l'ai dit précédemment, YouTube, il y a une communauté assez jeune et ça peut donner de mauvaises idées, mauvaises influences, quoi. Après, ça, c'est mon avis. Mais on revient toujours à la même conclusion, tant que ça fait rire la personne en elle-même. Enfin, tant que ça lui plaît, après il fait ce qu'il veut, quoi. YouTube on est là pour faire ce que l'on veut et être assez libre dans notre création, donc mais moi ça m'intéresse pas tant que ça. Pour moi, pour les caméras cachées, comme on l'appelait avant, les caméras cachées, les caméras visibles. Les caméras cachées. Les caméras cachées. Les caméras cachées. Mais en fait, franchement, c'est comme les vannes, hein, ça va dépendre du prank en question. Hein, c'est-à-dire que effectivement, des fois, tu as des bonnes blagues, des fois, tu as des mauvaises blagues. C'est vrai que la tendance, quand même, j'ai pas l'impression, des fois, sur certains pranks, que j'ai vu justement grâce à des critiques YouTube, c'est que des fois tu as des blagues, mais tu te demandes mais pourquoi ils font ces blagues là, quoi. C'est des blagues vraiment de très mauvais goût. C'est-à-dire que le gamin de 12 ans le gamin de 12 ans qui est dans la cuisine en sang pour faire croire à sa mère qu'il je l'ai vu celui-là, mais attends, mais gamin, mais la grenadine, frère. Le pire dans tout ça, c'est que je ne comprends pas comment, enfin après ça c'est moi, mais je ne comprends pas comment cette vidéo peut être publiée par la suite, quoi. C'est-à-dire que la mère va dire ah t'es chiant et tout, et puis le gamin va l'uploader, quand je dis attends. Ah mais il a 12 ans, quoi. À 12 ans on est bête, hein. Tu m'as bien eu, c'est génial, avec la larme comme ça là, c'est super. Merci fiston. Mais tu vois, je veux dire voilà. Après moi c'est vraiment je tombe là-dessus quand je suis généralement sur les vidéos Facebook. Moi c'est sur Facebook, sur mon fil. Et tu vois mais quand c'est vraiment des vidéos pour moi c'est des vidéos genre le gars il fait une blague à sa meuf et pour la fin lui demander un mariage, des trucs comme ça, tu vois, des trucs qui à la fin ça se termine bien, tu vois. Enfin voilà, mais en fait tu les connais. Après c'est vrai que ça me met assez mal à l'aise de voir des pranks comme ça là où c'est vraiment super gênant, quoi, en fait, de mauvais goût comme ça, et tu te demandes comment les gens font pour pouvoir le faire, mais après ça réussit, ça marche. Ouais, ça intrigue les gens en fait, c'est voilà, ça. tu te dis le gamin il se dit bah écoute je vais en faire d'autres. Vous mettez un pouce bleu, je vais super, je vais en faire. Ouais. Moi c'est vrai que c'est sans doute le genre de vidéo que je regarde le moins. Mais genre du monde de partout, parce que je pense que j'ai regardé plus de tutos beauté. Mais je pense que j'ai regardé plus de séries.
parce que en fait, c'est moi, mais ça me gêne profondément. Mais même quand c'est un petit prank, souvent c'est juste, enfin, sentir que des gens sont mal à l'aise, tu sais, devant des caméras qu'ils le savent pas encore et tout. Je suis là, j'ai pas envie de regarder ça en fait, mais vraiment pas. C'est les seuls qui sont arrivés à me faire rire, c'est au début la chaîne Nous de Greg Guillotin et tout ça, parce que au début ils faisaient des pranks où c'était eux qui étaient censés être mal à l'aise devant les gens. C'est-à-dire qu'ils faisaient par exemple des pranks où ils étaient un magicien de merde, et dans la rue les gens étaient tout gênés en disant mais je suis désolé mais vous êtes mauvais, en même temps ils osent pas leur dire. Et là tu te dis ils sont gênés pour des gens qui le sont pas du tout, donc c'est cool, c'était plaisant, c'était... Bon maintenant c'est un peu devenu des pranks comme tout le monde, mais voilà, ce genre de truc me plaisait. Après dès que quelqu'un est mal à l'aise et qu'il est filmé, qu'il le sait pas encore, enfin, j'ai du mal. Mais c'est personnel, hein, voilà. Je pense très honnêtement que quand on a passé un certain âge, et un âge pas très vieux non plus, les pranks 2017, la nouvelle génération, on n'en regarde pas. Très honnêtement, pour moi, c'est réservé à un public très très jeune. Après, Rémi Gaillard et compagnie, je comprends qu'on puisse aimer, que ça puisse faire rire, mais moi, c'est pas mon humour. En fait, moi, ça me met mal à l'aise aussi. C'est pas que je vais pas l'insulter, ça va pas m'énerver, mais je suis mal à l'aise devant mon écran. C'est pas mon humour. Alors du coup, ça m'intéresse pas. J'ai pas plus d'avis. C'est vraiment pas mon truc, quoi. Après, pour me faire l'avocat du diable, là où c'était fameux sur les toutes premières vidéos de Rémi Gaillard, c'est que c'était le premier à le faire. Et moi, le coup de Mario Kart avec la police, qu'est-ce que ça peut me faire rire? Mais c'est pareil, c'est le côté, et je te rejoins là-dessus Lucas, ce qui est le plus drôle, c'est finalement quand le mec qui les piège se prend plus ridicule que le mec qui piège. Effectivement, ça marche pas mal pour ça. Je pense à Ludovic aussi qui fait des vidéos comme ça. François Damien particulièrement. C'était eux qui avaient effectivement ce truc-là, et ça a toujours été fait avec une certaine finesse à cette époque-là, et c'est vrai qu'en ce moment c'est fait avec moins en moins de finesse, peut-être parce que justement c'est prêt à mourir, que du coup on attaque sur des sujets vachement plus graves, vachement plus gênants en fait, et je partage votre avis sur le côté, moi voir quelqu'un être gêné, ça me gêne en fait, je suis vraiment en mode oh là, qu'est-ce que c'est que ça Quand tu dis Rémi Gaillard, il était le premier, c'est le premier à faire quoi, des pranks sur YouTube ou bien sur... Ouais, en tant que Français. Ouais, je veux dire, c'était l'un des plus connus, quoi. Tu vois, c'était lui qui avait lancé. Je crois qu'il avait fait un film qui a fait un peu un beat d'ailleurs, parce que c'était complètement passé de mode. Mais les premières, enfin moi, après, je m'en souviens un gamin, les premiers que j'ai vus, c'était Rémi Gaillard qui faisait Mario Kart avec les flics. C'est celui qui a révélé la mode. Ouais, c'était peut-être pas le premier, mais effectivement, c'était l'ambassadeur de cette époque-là. Mais du coup, alors ça fait une éternité que j'ai pas revu de vidéo de Rémi Gaillard, mais je pense qu'il a pas réussi à se réinventer aussi sur ce sujet-là. Et c'est un peu la complexité aussi de YouTube, c'est qu'il y a des modes. Malheureusement, il se déguise toujours en poulet pour aller. Ça peut me faire rire. Ça me fait rire aussi, mais c'est plus le costume. Après, peut-être qu'il a fait peut-être aussi le tour. Hein. Moi, franchement, il a peut-être fait le tour aussi, et puis ça lui plaît peut-être plus aussi. Donc voilà, il a déjà vu tout ce qu'il pouvait. Je pense qu'aussi il a sorti la version cinéma, donc ça montre aussi un apogée par rapport à ce qu'il faisait. Peut-être que maintenant il n'a plus besoin de faire ça, quoi. Voilà. Quand tu vois Michael Youn qui justement avait fait les Morning Live. C'était les Morning Live, et puis c'était quoi les 11 commandements? Voilà, les 11 commandements. Les 11. Parce qu'il y en a 10 enfin. C'est moi qui pas maté, je t'ai laissé dire. Tu vois, je me suis dit, attends, est-ce que c'est quoi? Je vais jauger. 10 ans, c'est bon. Donc, nickel. Et voilà, tu vois, même là, après, il s'est mis vraiment à faire des films créatifs et plus des caméras cachées ou des gags, des trucs comme ça. Donc voilà. Mais voilà, je pense que voilà, peut-être que ça. Ça avait un temps, quoi. Ça avait un temps, et puis. Mais comme je te dis, maintenant, les pranks aujourd'hui, c'est les pranks aussi qui veulent attiser le clic aussi. On veut faire parler de soi en faisant du prank. Donc effectivement, on commence à être dans un système où effectivement les pranks sont de plus en plus osés. Et là, je pense que là, il y en a de moins en moins. Mais corrige-moi si je me trompe, ils ont quel âge? Ils ont pas plus de 15 ans, ceux qui font ça? Tu vois, ils ont plus... Spécialement, il y en a qui ont peut-être notre âge, hein, j'en ai vu moi. Oui, ça peut arriver, Merci. Ça peut arriver, mais tu vois, après tu fais des pranks bien choquants et tout ça, ça te permet d'augmenter en notoriété, puis après tu te mets à faire autre chose avec une base d'abonnés qui est nickel, quoi. Il y a peut-être une stratégie aussi derrière. Oui, Kim Kardashian, la stratégie Kim Kardashian. La stratégie Kim Kardashian stratégie. C'est bien trouvé ça, belle gosse. C'était le prank, la caméra cachée de la Kim Kardashian strategy of the Oxford University School of Business. Voilà. Maintenant qu'on a parlé très sérieusement, est-ce que on passerait pas sur un peu plus de détente, moi, un peu plus de... Moi je vais me détendre, voilà. Je vois que là-bas il y a quelqu'un qui est prêt à nous détendre. Oh là 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 là, oh là là. Et c'est le masseur de podcast, il est là pour nous ce soir pour nous détendre. Applaudis Cyril.
car oui, c'est la fin du live et on va attaquer le jeu. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une coupe? Petit break et on revient tout de suite. C'est le moment de la pub. Oui, mais on revient, ne vous inquiétez pas. On revient et Venceslas, si vous êtes plus de 2000 dans moins de 5 minutes, sera nu. Bah, même si vous êtes moins de 2000, ça me dérange pas. Hein. Bon, Alors, Cyrine, c'est je crois parti. qu'on va partir.